bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. À l'occasion de la publication de ce livre, qui n'est pas un reprint de certains écrits de Thierry, mais une version révisée, augmentée, parfois très augmentée, d'un certain nombre de textes. Ce livre fait 1588 pages. Beaucoup plus, parce que c'est toutes celles qui sont en chiffres romains au début. 1890 plus 70, oui, d'accord. Non, 100 et quelques. Bon, très bien. Bon, bah alors, j'ai mal calculé. C'est vous le mathématicien. Donc, je me suis permis de résumer ces 1588 pages pour ouvrir le débat en 4 mots. Soit c'est désinvolte, soit c'est génial, vous me le direz. Et ces 4 mots sont catastrophe, temps, identité et Europe. Chacun verra qu'autour de ces 4 termes, on peut multiplier les commentaires transversaux, généraux, philosophiques en quelque sorte, et puis les commentaires au plus près de l'actualité. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par catastrophe, parce que si c'est irrémédiable, on va s'arrêter tout de suite après, donc ça va raccourcir la séance. Vous nous avez, Thierry, invité ici ce soir sous le titre de ces catastrophes, le retour des grandes catastrophes. Alors ma question liminaire est extrêmement simple. Les catastrophes, nous en avons tous notre liste personnelle, et Dieu sait que l'époque présente n'en est pas chiche. Catastrophe, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui, comme vous, s'occupe de relations internationales avec une obsession prospective? Deuxièmement, pourquoi parlez-vous de grandes catastrophes? Et troisièmement, pourquoi parlez-vous des retours, du retour des grandes catastrophes? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes en train de passer d'un temps paisible, pacifique, irénique, à des temps beaucoup plus sombres? Bon, merci Dominique. Alors, tout d'abord, il fallait bien trouver un titre. C'est toujours le problème, vous savez, quand on écrit l'histoire de François Mauriac, qui était très méchant, un grand catholique très méchant, à qui un jeune écrivain vient présenter un manuscrit et il lui dit « Maître, je vous admire tellement, etc. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver un titre pour mon livre ?» Alors, Mauriac bougonne, veut l'envoyer balader, puis il finit par dire « Mais dans votre livre, de quoi est-il question? Est-ce qu'il est question de tambour ?» Alors, non, il n'y a pas de question de tambour. Est-ce qu'il est question de trompette? Pas question de trompette. Alors, appelez-le sans tambour ni trompette. Bon. Donc, à titre... Alors, le mot catastrophe est en effet un mot très commode. Il est utilisé dans beaucoup de circonstances de la vie. Par exemple, certains d'entre nous connaissions bien l'ancien ambassadeur de Chine à Paris, Wu Jianmin, qui était devenu une personnalité d'ailleurs très connue dans le monde, et un des grands commentateurs, analystes chinois de la politique étrangère. Et il y a quelques jours, débarquant à Wuhan avec un avion en retard, son chauffeur fatigué s'est planté dans un tunnel et il est mort. Bon, cet accident de voiture. Bon, ce qui a frappé certains d'entre nous. Bon, on peut employer le mot de catastrophe, on peut dire aussi qu'après tout, c'est l'issue normale de la vie. Bon, alors, dans le sens courant du terme, un tremblement de terre, une révolution, des attentats terroristes sont des catastrophes. Bon. Alors, le mot, sur un plan scientifique, aujourd'hui, le terme de catastrophe est employé dans un sens extrêmement précis qui a à voir avec la notion de non-linéarité. Alors, cette notion de non-linéarité peut paraître un peu barbare pour ceux qui ont toujours été allergiques aux mathématiques, mais c'est au fond quelque chose d'extrêmement simple, c'est la non-proportionnalité des causes et des effets. C'est-à-dire, une toute petite cause, une cause minuscule, peut avoir des effets non seulement totalement disproportionnés, mais même à la limite non limités, illimités. Donc, la notion de catastrophe, à ce moment-là, s'apparente à l'idée de chaos,
hein, qui est à l'idée aussi d'imprévisibilité. Bon, par exemple, si vous voulez une expérience extrêmement simple, vous prenez un bol, hein, vous laissez tomber une boule à l'intérieur du bol, et puis au bout d'un temps généralement assez court, la boule va se stabiliser au fond du bol, et c'est un équilibre stable qui est complètement prévisible à l'avance. Bon, maintenant, si vous retournez le bol et si vous mettez la bille, vous essayez de maintenir la bille en équilibre tout à fait au sommet du bol, la moindre pichenette ou le moindre coup de vent va déséquilibrer la boule, mais il est impossible de prévoir dans quel coin du bol elle va tomber. Hein. Et si d'un côté, au lieu du bol, vous pensez à un homme sur une sorte de montagne, si d'un côté il y a l'Éden et le paradis terrestre, et de l'autre l'enfer, ben vous voyez que la petite pichenette va vous entraîner soit du côté du paradis, soit du côté de l'enfer, sans que ceci soit prévisible à l'avance. Et c'est même radicalement imprévisible. Bon. Alors, sans insister trop longuement là-dessus, prenez par exemple l'image des tremblements de terre. L'image des tremblements de terre, un tremblement de terre, la cause immédiate d'un tremblement de terre est de nature radicalement différente de la cause profonde du tremblement de terre, ce qui d'ailleurs ramène à l'idée de temps dont on parlera plus tard. Dans le tremblement de terre, la cause profonde, c'est la tectonique des plaques. Bon. Et de telle sorte d'ailleurs que l'on connaît parfaitement les points, les lignes plus exactement de la Terre où les tremblements de terre sont susceptibles de se produire. Pour autant, on ne sait toujours pas dater un tremblement de terre particulier, parce qu'un tremblement de terre particulier a des causes immédiates qui ne sont absolument pas de même nature, qui est une sorte de relâchement d'énergie dont les causes n'ont rien à voir avec les causes profondes du phénomène. Alors là, vous me voyez déjà venir. Prenez par exemple l'explosion des bulles financières, la crise de 2007, la crise des subprimes qui ensuite s'est propagée et a entraîné la crise de la zone euro, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Et bien, les causes fondamentales de ces événements sont une chose, c'est-à-dire, on va dire pour simplifier, les bulles financières, se développer une accumulation de déséquilibre, mais les circonstances particulières qui font que la bulle explose et qu'une crise se produit à un moment plutôt qu'à un autre sont de nature totalement différente et radicalement imprévisibles. C'est tout le débat sur la prévisibilité. J'ai beaucoup dans ce livre de développement sur cette notion de prévision, et il n'y a rien n'est plus absurde que de reprocher a posteriori, de reprocher à certains analystes, spécialistes, de ne pas avoir prévu quelque chose. Il y a toujours cette illusion du déterminisme rétrospectif qui consiste à croire que si quelque chose s'est produit à un certain moment, ça ne pouvait pas ne pas s'arriver, ce qui est radicalement faux. L'Union soviétique pourrait toujours exister aujourd'hui. Bon, alors j'ai cité dans l'ordre de l'économie, et naturellement, si vous prenez le soi-disant printemps arabe, c'est un phénomène exactement de même nature. Un pauvre homme se suicide. Les causes profondes, ce sont les dictatures, etc., etc. Et ça renvoie à Saïx-Picot et avant, mais les causes immédiates qui font la séquence qui commence à la fin de l'année 2010 et qui continue aujourd'hui au Moyen-Orient en général, en Syrie, en Irak, etc., c'est encore des causes d'une autre nature. Et on peut appeler ça catastrophe. Mais on pourrait effectivement dire que ce ne sont pas des catastrophes et dire, comme l'historien Jacques Bainville, après la guerre, que le monde a toujours connu des catastrophes. Et effectivement, dans les années 70, par exemple, où le monde occidental vivait relativement paisible, eh bien, pendant ce temps-là, les Khmers se faisaient massacrer. Et les Khmers rouges massacraient des centaines de milliers d'individus. Donc voilà, alors est-ce que le Brexit, par exemple, aujourd'hui peut être analysé comme une catastrophe? Je dirais qu'à certains égards, sur le plan rigoureux de la définition de la catastrophe telle que je l'ai proposée, vous pouvez dire oui. Maintenant, est-ce que c'est une catastrophe dans le sens courant du terme? Ça, c'est un objet que l'on peut discuter, qu'on fera sans doute un petit peu ce soir aussi à titre d'exemple. Voilà, si vous voulez. Donc le mot catastrophe, je crois, doit être précisé parce qu'il est extrêmement facile dans le vocabulaire courant
se laisser aller à des usages approximatifs et qui parfois d'ailleurs peuvent conduire à des réflexions et des conclusions erronées. On va revenir sur le Brexit tout à l'heure, bien entendu, et plus longuement, mais vous parliez de causes minuscules, entre guillemets. Je voudrais vous ramener sur... C'est l'effet papillon, vulgairement. Non, papillon. Alors, par exemple, parlons du terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas un phénomène nouveau. Est-ce qu'il vous semble que le terrorisme d'aujourd'hui, le terrorisme de Daesh, disons, le terrorisme djihadiste, est un phénomène minuscule? Oui, quantitativement, bien sûr, hein, sans être cruel pour les victimes. Et est-ce qu'il vous semble que notre société particulière, notre société internationale et notre société nationale, nos sociétés nationales, font de ce phénomène minuscule quelque chose qui pourrait être catastrophique? Alors, oui, d'abord, le terrorisme, hélas, existait de tout temps. Et d'ailleurs, l'autre jour, je participais à l'Académie Sciences Morales et Politiques à une réunion sur le lien entre terrorisme et droit international, c'est-à-dire le terrorisme du point de vue du droit international. Bon, eh bien, je surprendrai peut-être certains d'entre vous, mais il est impossible de s'entendre sur une définition du terrorisme. Bien sûr. C'est extraordinairement difficile de s'entendre sur une définition du terrorisme. Il y a une définition de l'ONU, mais qui dit pas oui, grand-chose. mais qui n'est pas satisfaisante et c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, là aussi, au risque de choquer certains d'entre vous, on peut transposer une phrase célèbre d'Helmut Schmidt et dire que les terroristes d'aujourd'hui sont les prix Nobel de demain. J'en peux vous donner au moins 3 prix Nobel qui ont été en leur temps considérés comme des terroristes, à savoir Arafat, Begin et Mandela, qui tous les 3 étaient considérés comme des terroristes. D'ailleurs, ça conduit dans l'immédiat à ces difficultés entre l'Europe et la Turquie, qui sont liées évidemment aux négociations pour retenir les flots contenir les flots de réfugiés, mais l'Union européenne voudrait une définition du terrorisme qui exclut les Kurdes, le PKK. Bon, donc chacun a ses terroristes. Alors on sent bien en même temps que le phénomène de l'État islamique est un phénomène, effectivement, à certains égards, radicalement nouveau. Alors, il y a un phénomène radicalement nouveau qui est Alors d'ailleurs, vous remarquez les flottements de vocabulaire. Par exemple, certains parlaient on parle de Daesh, on parle de l'État islamique, certains n'osent pas dire État islamique, alors on a cette expression étrange, le groupe État islamique, on parle du groupe Renault-Nissan, le groupe État islamique, et on voit bien qu'il y a un flottement de vocabulaire qui fait qu'il y a une sorte d'objet non identifié. Mais il est vrai que l'émergence dans un temps finalement très rapide d'un pseudo-État par les conquêtes territoriales d'organisations mal identifiées au départ et construisant toute leur stratégie, non seulement de conquête territoriale, mais au-delà sur l'arme du terrorisme, c'est quelque chose de nouveau. Et pourquoi est-ce nouveau? C'est nouveau parce que derrière tout ça, vous avez, comme pour tout d'ailleurs le monde entier, doit s'analyser à travers ces lunettes-là, la révolution des technologies de l'information et de la communication qui continue de se produire à grande vitesse. C'est une révolution technologique qui continue de se développer à une cadence qui semble être toujours plus accélérée, et ceci de façon non-stop depuis, on va dire, les années 60-70. C'est quelque chose de tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous en sommes aujourd'hui, on va dire, à une cinquantaine d'années de révolution technologique, non seulement non-stop, mais même accéléré. Enfin, c'est quelque chose qui est d'ailleurs, reprenant la notion de prévision, qui est en même temps assez effrayante. Et quand je dis effrayant, ça a bien entendu aussi de très nombreux côtés positifs, mais c'est quelque chose, en tout cas, qui n'a pas, je le répète, d'antécédent
dans l'histoire de l'humanité. Alors le lien avec la question du terrorisme, la question actuelle du terrorisme est évident, c'est que l'efficacité de cette stratégie est entièrement fondée sur la palette des emplois possibles de ces nouvelles technologies, y compris sur le plan de la communication. Puisque finalement, chacune des actions que constitue un attentat particulier, le dernier en date étant celui de l'aéroport d'Istanbul, est conçu pour avoir un retentissement mondial. Et c'est la base même de ce système. Donc, je dirais que ce qui est nouveau, ce n'est pas le terrorisme. Ce qui est nouveau et même unique dans l'histoire, c'est cette conquête territoriale à partir d'une unité que moi, dans mon vocabulaire, j'appelle unité politique, mais qui n'est pas une unité étatique, et qui utilise l'arme du terrorisme en calculant ses effets en termes d'une communication qui dérive directement des technologies qui dominent la vie actuelle. C'est l'effet papillon boosté par la technologie. En somme. Si vous voulez bien, on va parler un peu, c'est un peu médiocre comme expression, on va parler un peu du temps. Vous consacrez beaucoup de textes à caracoler, si je puis me permettre, autour de cette notion de temps, et en particulier un texte très important, enfin gros, plus gros que sa première version, sur l'idée de temps chez Proust, ce qui paraît a priori un peu étrange. Comment quelqu'un qui s'occupe de relations internationales et de prospective des relations internationales peut-il écrire si longuement sur un roman qui, après tout, fait peu de place à la prospective et à la projection dans le futur, à la recherche du temps perdu. Donc vous allez nous expliquer pourquoi et comment ce que vous décrivez comme une approche totale du temps peut vous donner des armes pour penser l'évolution des relations internationales, l'idée ou la non-idée de progrès, parce qu'après tout, ce qui apparaît à l'heure actuelle comme étant saboté par les évolutions actuelles, c'est quand même l'idée de progrès dans les relations internationales, et puis éventuellement nos moyens d'agir là-dessus. Alors je sais bien que toutes ces questions sont extrêmement fondamentales, mais alors, quid du temps dans votre analyse des relations internationales et votre rapport à Proust, si je puis résumer ça d'une manière un peu insolente? Au quid du temps tout court. Bon, quid du temps tout court, qui passe. D'abord, ma vie est plus complexe, si je puis dire, que le simple intérêt sur les relations internationales. Bon, j'ai passé un certain nombre de... Mais nous sommes quand même à l'IFRI. Quand même, oui. Non, mais j'ai passé un certain nombre d'années à faire de la théorie économique pure, hein, et justement autour de ces problèmes de temps, et aussi loin d'ailleurs que remonte ma mémoire, je me suis passionné sur le problème du temps, y compris d'ailleurs sur le plan purement philosophique, si vous voulez. Et je pense que... Alors, si vous voulez, je vais d'abord faire une petite remarque un peu philosophique sur la question de temps. Après tout, la question de temps nous intéresse tout de même tous. Je crois qu'il y a deux concepts. Vous savez, Blaise Pascal, disait qu'il y avait des concepts qui sont radicalement indéfinissables. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont vous cherchez à vous y prendre, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Bon. Et pour moi, il y a deux concepts. Les deux concepts les plus radicalement indéfinissables sont le temps, et avec un T majuscule. Bergson faisait ça avec un T majuscule sur le temps, et la conscience avec un C majuscule. Et peut-être d'ailleurs s'agit-il de la même chose, en définitive. Alors sur le temps, il y a un passage de saint Augustin dans les Confessions qui est célébrissime, et qui dit, alors ensuite il développe ça sur une vingtaine de pages, mais il dit « Si vous ne me demandez pas ce que c'est que le temps, je le sais. »
Si vous me le demandez, je ne le sais plus. Et on peut dire exactement la même chose de la conscience. Alors, entendez-moi bien, si vous prenez la conscience, par exemple, il ne s'agit pas de la conscience au sens des états de conscience. On est éveillé, endormi, on est dans le coma, il y a des degrés de coma, le cerveau montre ceci ou cela. Tout ça, c'est effectivement la neurologie, etc., les scientifiques vous définissent toutes les formes d'état de conscience possibles. Mais si vous cherchez à parler de la conscience dans son acception la plus fondamentale, et je peux vous dire, je crois avoir lu, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai lu tout ce qui pouvait être lu sur le sujet, mais enfin j'en ai lu beaucoup, et sous les plumes les plus diverses, et vous verrez que toutes les tentatives de définition de la conscience tournent en rond sur le plan le plus fondamental. La conscience réflexive, etc. Et qu'est-ce que c'est que le jeu? Bon, allez-y, essayez, vous n'y arriverez pas. Bon. Et pareil pour le temps. Et alors ça, c'est la remarque un peu philosophique. Alors effectivement, moi-même, je me suis beaucoup intéressé sur les différents aspects de ce problème du temps. Et je crois d'ailleurs que c'est probablement chez Bergson que j'ai trouvé les réponses les plus satisfaisantes. Et pour lui, d'ailleurs, le temps, la durée, c'est, dans le sens de l'acception la plus profonde, c'est identique à la notion de l'attitude de création, de faculté de création, et donc d'ailleurs d'imprévisibilité radicale, parce qu'on retombe là-dessus sur les questions qui sont liées à la prévision. Le temps purement mécanique, que Bergson appelle cinématographique, est un temps totalement prévisible. Si vous regardez un film, c'est pour ça d'ailleurs que Bergson utilisait la métaphore cinématographique, un film, vous avez l'illusion qu'il y a de l'incertitude, mais en réalité, la totalité du contenu est contenue au départ, au départ dans la bobine, si je peux dire, ou dans ses équivalents digitaux modernes. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a aucune incertitude. Tout est là. C'est-à-dire que le temps est en réalité aboli. Et du reste, dans certaines théories du temps, et je m'arrête là, des théories mathématiques du temps, on peut se poser la question de savoir si le temps n'est pas une illusion totale, c'est-à-dire l'espace-temps, s'il y avait une sorte de regard extérieur à l'espace-temps, eh bien, ça paraîtrait aussi donné, d'un point de vue extérieur, que peut l'être le contenu d'un film dans une bobine ou dans son équivalent, je vous dis, numérique contemporain. Bon. Alors, tout ça, je m'y intéresse beaucoup, mais les deux points sur lesquels, sans les développer, parce que rien que là-dessus, on pourrait consacrer toute la soirée, les deux points sur lesquels je pourrais insister ici, c'est la question de mémoire et la question de prévisibilité. Bon. Alors, la question de mémoire, évidemment, c'est cela qui intéresse particulièrement Proust, et cette idée qui est tout à fait fascinante, que la mémoire fait revivre, au fond, la vie plusieurs fois, et à chaque fois de façon différente d'ailleurs, comme une série d'harmoniques, si vous voulez, qui peuvent se reconstituer plus ou moins intégralement. Alors, comment est-ce que la mémoire permet de retrouver, c'est toute la problématique de la recherche, du temps perdu, permet de retrouver la vie et de revivre, peut-être même autrement à certains égards, une vie antérieure. Ça, c'est toute la problématique. Est-ce que d'ailleurs on peut revivre un passé en le vivant réellement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver de la vie dans la réflexion sur ce qui s'est passé, entre guillemets, avant? Bon. Ça, c'est une question tout à fait fascinante, qui est à la fois philosophique, sensuelle, je dirais presque, sensitive, esthétique. En tout cas, esthétique, etc., etc. Bon. Alors ça, c'est un aspect des choses, et qui va d'ailleurs extraordinairement loin. Par exemple, je vais vous demander, d'ailleurs, je pose une question à toutes les personnes dans cette salle, combien d'entre vous, franchement, est-ce qu'il y a une seule personne parmi vous qui, à coup sûr, hein, et ne trichez pas, prétendent avoir un souvenir précis avant l'âge de 3 ans?
Vous pouvez lever la main. Non, non. Est-ce qu'il en existe? Il n'y a pas de risque. Non, 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 mais je vous pose la question. Est-ce qu'il y a... Mais, bon, aucune main n'ose se lever, mais... 4 ans. Non, non, mais, non, mais là, vous trichez. Moi aussi, je peux vous dire mon premier souvenir de 4 ans qui est même extrêmement sensible. Et effectivement, j'ai 4 ans. Hein. Bon, on pourrait s'amuser ensuite à échanger nos souvenirs. Mais moi, je parle de 3 ans. Bon. Or, vous avez mis longtemps, hein? Ah oui, j'ai réfléchi parce que, en fait, c'est un souvenir, c'est pas un souvenir, on va dire, tel ou tel, c'est le souvenir d'une douleur physique. Voilà, ça passe par le corps. Parce qu'en fait, on n'est pas de monde, à un moment, il n'y a rien, et à un moment, il y a un moment de passage. Avant, il n'y a pas de douleur, de toute façon, et ça, le corps garde la mémoire. Alors, et ça m'a été confirmé après. bon, alors ça c'est très... Alors, effectivement, moi, de temps en temps, je me livre à cet exercice et on rencontre parfois, en effet, une personne comme vous qui, parce qu'il y a eu quelque chose, généralement, d'extrêmement traumatisant, hein, mais en même temps, comme vous dites c'est pas intellectuel, vous dire que c'est pas... Vous vous souvenez d'une douleur, probablement qui est une épreuve que vous avez subie, mais vous ne voyez pas d'image qui vous permet de remettre c'est plus en effet un état, etc. Bon. Mais là où je veux en venir, et je m'arrêterai là sur ce point, c'est que pourtant, les 3 premières années, quiconque s'est intéressé, ne fût-ce qu'à travers ses enfants, aux petits-enfants, aux enfants en bas âge, justement, c'est que combien et puis c'est pas la peine de faire de la psychologie, de la psychanalyse du café du commerce, combien les 3 premières années de la vie sont importantes. Bon. Et donc, les années peut-être même les plus importantes dans ce qui sera le développement de l'individu ne laissent aucun souvenir conscient, justement. On retrouve la notion de conscience. C'est pourquoi je crois qu'il faut toujours avoir ce cheminement constamment entre le passé, présent, l'avenir, et j'ajouterai d'ailleurs l'histoire rétrospective. Ce que j'appelle l'histoire rétrospective, c'est, par exemple, vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour le Brexit, eh bien, vous allez partir d'une situation qui est celle que vous percevez aujourd'hui, et vous allez vous poser un certain nombre de questions qui vont vous amener de plus en plus en arrière pour retrouver les causes ou ce que vous considérez, ce que vous recherchez comme étant les racines du phénomène que vous observez aujourd'hui. Bon, si vous vous intéressez au Moyen-Orient, le Moyen-Orient va vous amener à Sykes-Picot très rapidement, dont tout le monde parle maintenant, mais il faut dire qu'il y a quelques années, très peu de gens parlaient de Sykes-Picot, et d'ailleurs, comme disent les mauvaises langues, davantage Sykes que Picot, mais ça c'est encore une autre histoire qui nous ramène d'ailleurs aussi en relation avec nos amis britanniques. Bon, mais il y a toujours donc cette relation passé, présent, avenir, et qui forme un tout. Et la notion de progrès, en effet, dans le progrès, quand on parle de progrès, si on parle du progrès au sens des Lumières, et ça c'est très intéressant parce qu'on voit que ce débat réapparaît aujourd'hui, hein, partout, c'est très très frappant de voir que l'idéologie finalement des Lumières, qui est une idéologie de progrès fondamentalement, eh bien cette idéologie aujourd'hui est très secouée, est très remise en question. Mais là encore, c'est un peu comme l'histoire des catastrophes, il faut s'entendre sur les termes. Parce que si vous parlez au niveau individuel, le progrès au niveau individuel, c'est une expérience que nous avons intime, que chacun d'entre nous pouvons avoir, qui est donc un développement de conscience, avec un petit c cette fois-ci, un développement de conscience personnelle. Bon. Et d'ailleurs, le fameux mot djihad, comme on le sait aujourd'hui bien, le sens profond en arabe du mot djihad, c'est exactement ça, hein, c'est la lutte intérieure contre ces démons. C'est absolument pas le sens. C'est le grand djihad, celui dont on parle couramment, c'est le petit djihad, mais le grand djihad, c'est la lutte intérieure. Et donc là, il y a un sens de progrès, et je pense que pour ceux d'entre nous, pour celles et ceux d'entre nous qui ont
une vie spirituelle. J'emploie le mot vie spirituelle dans un sens très large. Je ne parle pas particulièrement de religion, etc. Mais ceux d'entre nous qui avons une vie spirituelle, je crois que nous comprenons ce que ça veut dire, le progrès, en ce sens-là. Bon. Maintenant, sur le plan extérieur, effectivement, quand on regarde l'histoire du monde, on peut avoir des doutes sur la notion de progrès. Moi, ce qui me frappe dans le monde actuel, c'est que d'un côté, nous avons ces développements technologiques absolument fulgurants auxquels je faisais allusion tout à l'heure, et qui continuent de se développer, c'est-à-dire la robotique, ce qu'on appelle maintenant tous les développements prévisibles ou moins prévisibles de la médecine, les presque mythes, on glisse très progressivement vers le mythe de la transhumanisation, l'homme qui est constamment réparé, qui va devenir éternel, et ceci peut continuer à spéculer sur la guerre des étoiles et tout ce que vous voudrez. Bon, tout ça est absolument fascinant, et en même temps, vous avez le retour au barbarisme le plus effrayant et l'homme qu'on peut percevoir aussi comme le plus primitif. Et donc il y a cette espèce de grand écart entre une sorte d'idéologie d'un progrès à la fois réel et irréel et en même temps son contraire absolu. Bon, alors, encore une fois, dans les années 70, vous aviez les massacres des Khmers rouges et tatati et tatata. Bon, donc, je crois que le progrès linéaire, ça n'existe pas. Par contre, quand on dit, par exemple, qu'on peut faire progresser les sociétés humaines par des constructions d'institutions, ce qui était l'intuition fondamentale des pères fondateurs de l'Europe, je crois que ça a un sens. Les institutions comme freins, comme des roseaux, si vous voulez, qui permettent d'éviter que le moindre coup de vent ou la moindre tempête n'entraîne la destruction, ou les digues, on peut prendre l'image des digues, si vous voulez, cela a un sens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les institutions, il faut en prendre soin, parce que sinon on retombe dans un mythe qui est le mythe d'institutions éternelles, et on retombe sur le progrès linéaire. Si on joue avec la construction européenne, et c'est la deuxième allusion que je fais à l'affaire du Brexit, si on joue trop avec l'affaire de la construction européenne parce qu'on a oublié, et on revient à la question de la mémoire et l'interprétation de la mémoire, les peuples heureux n'ont pas besoin de trop de mémoire. C'est les malheureux en général qui réactivent leur mémoire. Et si on joue trop avec les institutions de la construction européenne et qu'on les laisse partir, eh bien dans quelques décennies, on peut retrouver des guerres en Europe. Et je dis bien des guerres en Europe, et quand je dis guerre, c'est des guerres, de vraies guerres. Donc voilà, donc je crois que le progrès n'est pas linéaire, n'est pas éternel. Et dernière remarque, à propos des catastrophes que j'aurais pu faire au début, prenez le concept d'apocalypse. Hein, l'apocalypse de Saint Jean ou qui vous voulez, les apocalypses. Bon, l'apocalypse, tout est question d'interprétation par rapport au temps. Est-ce que l'apocalypse doit être conçu comme un point d'aboutissement dans un ordre temporel tel que nous croyons le percevoir, ou est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui est constamment présent et qui est une des faces du temps éternellement présent? Vous voyez, il y a toujours ces doubles interprétations qui nous ramènent aussi au bien et au mal, etc., c'est-à-dire aux questions les plus fondamentales de l'humanité. Et permettez-moi, par association, de prendre une des idées qui m'est chère. On avait fait un petit exercice comme ça l'an dernier sur un livre qui s'appelait, mon dernier livre qui s'appelait Une goutte d'eau et l'océan. Une des idées qui m'est chère, c'est que chaque homme a une mission à accomplir, et là pour faire quelque chose, en gros. Bon. Et au fond, heureux celle ou celui qui est en adéquation entre ce qu'il fait et ce qu'il est, dans un sens profond du terme. Mais il faut faire extrêmement attention à cette expression, parce que le djihadiste qui se fait sauter et qui, en se faisant sauter, provoque un acte de terrorisme comme hier à Istanbul,
eh bien, il peut croire aussi qu'il a une mission, et spécialement s'il a été endoctriné, etc. Et on voit bien comment le moindre terme que l'on peut employer peut être toujours utilisé dans le sens du bien, entre guillemets, ou du mal. Vous voyez. Donc toutes ces problématiques-là sont intimement liées. J'ai répondu un peu longuement, mais en même temps trop brièvement. J'en conclus donc que le temps intégré, qui mêle le passé, le présent et le futur, n'est pas un temps immobile. Vous parliez vous ouvriez sur François Mauriac tout à l'heure, je pense au titre du journal de son fils, Le temps immobile, et que donc on peut quand même rêver de faire quelque chose. Alors on va, si vous voulez bien, mêler les deux derniers thèmes, qui sont le thème de l'identité et le thème de l'Europe. Évidemment, le terme d'identité, by the present time, si je puis dire, ça sent un peu le soufre dans le débat public, dans le débat politique. Vous en parlez beaucoup, et en particulier sous le signe de ce que vous appelez les identités multiples. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous entendez par là. Et puis vous définissez aussi quelque part la construction européenne en expliquant que c'est une question de culture. Je ne sais pas bien si vous mettez un S à culture, d'ailleurs je ne me souviens plus, que c'est une question de culture et une question d'organisation. Comment est-ce que identité et culture c'est la même chose pour vous? Vraisemblablement pas. Et puis au niveau de l'organisation, alors maintenant on va retomber sur le Brexit. Quelles sont les raisons, les conséquences, et est-ce que c'est véritablement une mutation dans l'histoire de la construction européenne? Mais là, il y aura d'autres questions plus précises. Alors, d'abord, cette question de l'identité est incontestablement l'une des questions aussi les plus fondamentales et en même temps les plus difficiles à définir. Alors, je fais quand même une distinction, c'est-à-dire que je dirais que l'identité est extrêmement difficile à définir et à cerner, mais ce n'est pas de même nature que l'impossibilité de définir le temps ou la conscience. On n'est pas dans un même ordre de difficulté. Mais l'identité d'un objet, là je vais employer un vocabulaire philosophique, c'est la chose en soi, c'est l'objet en soi. Bon. Et tout attribut que nous pouvons donner à cet objet ne peut être qu'une approximation de la chose en soi. Voilà. Alors, un jour, je me souviens dans mon jeune temps avoir demandé au regretté Stanley Hoffmann, j'avais dit, est-ce que vous pouvez définir, si vous aviez à définir, si condamné à définir en un ou deux mots l'identité des États-Unis et l'identité de la France, que diriez-vous? Il avait répondu immédiatement, pour la France, je dirais l'État et la langue. Pour les États-Unis, je dirais la Constitution. Bon, c'est extrêmement profond comme remarque. Naturellement, ça n'épuise pas toute l'idée qu'on peut se faire de l'identité américaine ou de l'identité française. Mais déjà donner deux caractéristiques fortes, ça peut déjà être extrêmement utile. Par exemple, en l'an 2000, vous vous souvenez tous des conditions dans lesquelles George W. Bush a été élu pour la première fois aux États-Unis, c'est-à-dire l'histoire de la Floride. On attendait le décompte de la Floride, et finalement, il y avait eu une controverse sur le décompte des voix, et au bout du compte, l'élection la désignation de George W. Bush comme président des États-Unis a été faite par la Cour suprême, et non seulement elle a été faite par la Cour suprême, mais à une voix de majorité. Une voix de majorité par la Cour suprême. Vous n'imaginez pas en France que le Conseil constitutionnel à une voix de majorité désigne le président de la République. C'est impensable. Bon. Mais aux États-Unis, et les gens qui avaient glosé en France, beaucoup de gens qui, ne connaissant pas les États-Unis, avaient glosé en disant « mais c'est pas possible, un président élu dans ces conditions ne sera jamais légitime, etc. » Ces gens ignoraient totalement les États-Unis, parce que pour les États-Unis, la Constitution, c'est sacré. La Constitution, c'est sacré. Et pourtant, les juges, ils sont nommés. Enfin, ils sont nommés, ils doivent être ensuite approuvés par le Sénat, mais ils sont nommés par les présidents. Il y a d'ailleurs actuellement tout
une controverse sur un cas. On ne change d'ailleurs pas la Constitution toutes les 5 minutes comme chez nous. Et c'est un texte sacré. Bon, mais il est au cœur de l'identité, c'est pas la langue. D'ailleurs, dans la Constitution américaine, il n'est écrit nulle part que l'anglais est la langue officielle des États-Unis. Il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis. Bon, d'ailleurs, l'espagnol aujourd'hui gagne du terrain, etc. Bon. La France, alors l'autre jour, nous étions au théâtre, je pense que certains d'entre vous ont dû regarder ce spectacle absolument magnifique, ce one-man show de Fabrice Lucchini au théâtre de la Gaîté, qui s'appelle Poésie, point d'interrogation. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. C'est un spectacle absolument admirable et qui mélange plusieurs plans, de plus sérieux au plus parfois presque la farce, si vous voulez. Et à un certain moment, il prend un air très grave et il dit mais l'identité de la France, elle est là, c'est dans sa littérature, c'est dans sa poésie. Bon. Et c'est très profond, c'est très profond. Un grand peuple est extrêmement identifié par sa langue et par la culture au sens classique du terme, c'est-à-dire les productions particulièrement littéraires au sens large, c'est-à-dire sa littérature. C'est d'ailleurs, ça pose toutes sortes de problèmes par rapport à l'éducation, etc., etc. Et j'ajouterais même que la littérature, incluant la poésie, est probablement un marqueur d'identité encore beaucoup plus fort que l'histoire, parce que l'histoire ouvre toujours la porte à des controverses d'interprétation. Il y a tellement de façons d'aborder des questions historiques. Voilà. Donc cette question d'identité, et moi je crois que s'agissant de la France aujourd'hui, mais pas seulement de la France, des pays européens, cette question de l'identité est tout à fait fondamentale. Parce que on ne peut être, et ça m'amène à l'Europe, je pense, moi je suis profondément européen. À l'IFRI d'ailleurs, il n'y a aucune doctrine à l'IFRI, comme vous le savez. L'IFRI a toujours été, je crois, extrêmement libéral de ce point de vue, mais il y a quand même une sorte de philosophie qui est partagée, ou de valeurs, si vous voulez, qui sont partagées par les collaborateurs de l'IFRI depuis quelques décennies, et je crois que l'Europe, la construction européenne, fait partie de cela. Sauf qu'on ne sait plus bien ce que c'est que construire l'Europe. Mais, alors, c'est toujours pareil, à des degrés différents, même sans avoir une réponse extraordinairement précise sur ce qu'on entend sur la construction européenne, chacun a au moins une idée globale de ce que c'est que d'aller dans la direction de la construction européenne ou dans le sens inverse. Et ce que je veux dire par rapport à l'identité, c'est que je suis absolument convaincu que pour bien construire l'Europe, il faut que chacun des peuples qui la composent soit à l'aise avec sa propre identité. Et ça, on rejoint là cette question de l'identité multiple que vous souleviez tout à l'heure. Pour être un bon Européen, il faut être parfaitement à l'aise avec sa propre identité. Et pour ce qui me concerne, moi personnellement, plus je vais et plus je m'intéresse à la question des racines de mon propre pays. Mais je ne le fais pas. Mais en faisant cette recherche personnelle, il n'y a aucune nostalgie, il ne s'agit pas d'aller en arrière, etc. Au contraire, je crois que c'est une démarche qui doit accompagner celle de la construction européenne. Et la grande crise de l'Europe aujourd'hui reflète aussi cette crise d'identité générale. Et je crois que malheureusement, à l'époque de Sarkozy, le débat sur l'identité a été extrêmement mal engagé, parce que c'est d'abord... Pardon de le dire, mais je crois que pour engager un débat sur l'identité, c'est effectivement très proche de la notion de culture, etc., mais il faut être un minimum cultivé. C'est-à-dire, il faut... Bon, donc, je pense que
ça fait partie aussi, n'importe qui ne peut pas s'engager n'importe comment dans un débat de ce genre. Mais ce débat est inévitable. Je lis souvent que la question de l'identité sera très présente dans la période électorale prochaine, mais c'est très bien, mais à condition de le traiter convenablement. Nous serons d'accord sur le fait que, comme dit Jaurès, beaucoup d'internationalisme ramène à soi-même, etc. Mais et sur le fait que les peuples européens se construiront en tant qu'Européens à partir de leurs identités propres. Mais à cet égard, est-ce qu'il est indifférent qu'on soit 6, qu'on soit 12 ou qu'on soit 28 ? Écoutez, moi je n'ai pas la magie des chiffres. Alors, non, mais... Ce qu'on peut faire à ce stade de notre réunion, c'est qu'on peut faire peut-être en effet nous concentrer un peu plus sur cette question de l'Europe qui mêle tout, le temps, la mémoire, l'identité, tout se retrouve là-dedans. Bon. D'abord, ce qui se passe à l'heure actuelle est évidemment une crise. Bon. Est-ce que c'est une catastrophe ? Ça peut, dans le sens un peu technique que je définissais au début, ça peut en effet être interprété comme une catastrophe. Mais encore une fois, toute catastrophe n'est pas forcément catastrophique, et la question de savoir où la boule va tomber, encore une fois, elle peut tomber du côté de l'enfer, mais elle peut tomber, pour reprendre ma métaphore du début, aussi du côté du paradis. Alors paradis, n'y croyons quand même pas trop, hein, malgré M. Juncker. Bon, vous savez, M. Juncker, quand il était Premier ministre du Luxembourg, qui est un pays d'environ 400 000 habitants, racontait volontiers que faisant un voyage officiel en Chine, et ayant bu un coup de trop, ce qui lui arrive d'ailleurs souvent, il avait dit la Chine et le Luxembourg ensemble, ça fait un quart de la population mondiale. Bon. Ce qui est d'ailleurs factuellement exact. Bon. Donc, la construction européenne, elle a son histoire, mais ce qu'il faut voir, c'est que, alors je vous dis la Brexit, que c'est une catastrophe ou pas, etc., tout ce qu'on peut faire à la date d'aujourd'hui, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui aurait pu ne pas se passer. Je viens toujours, encore une fois, à cette question de l'illusion du déterminisme rétrospectif. Peut-être qu'une semaine après, le vote aurait donné une majorité pour le Remain. D'ailleurs, les 3 derniers jours, les derniers sondages suggéraient plutôt que le Remain allait l'emporter. Bon. En tout cas, c'est ça qui l'a emporté. Alors, à partir de là, il y a toute une série de réflexions qu'on peut engranger. Il y a d'abord des choses extrêmement factuelles. Par exemple, beaucoup de Français ont regardé le résultat de ce référendum comme ils auraient regardé le résultat d'un référendum en France. Bon. Or, il faut savoir que le référendum n'a aucune valeur constitutionnelle en Angleterre. Non seulement il n'a aucune valeur, alors vous me direz, de toute façon, il n'y a pas de constitution. Bon, mais d'accord, mais le référendum, ça n'existe pas en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a eu un référendum au moment de l'entrée, etc. C'est une sorte de sondage en temps réel, mais qui n'a qu'une valeur indicative et qui n'oblige pas, dans la tradition constitutionnelle britannique, qui n'oblige pas à exécuter, si vous voulez, en l'occurrence, le Brexit. Alors, et je crois qu'une bonne partie des hésitations assez étonnantes, d'ailleurs, auxquelles on assiste, la dernière en date, ai-je entendu, parce que quelqu'un m'a dit ça tout à l'heure, que Boris Johnson a renoncé à être Premier ministre, ce qui est quand même extrêmement intéressant, alors qu'il avait bâti toute sa stratégie pour ça, pour devenir Premier ministre. Donc qu'est-ce qui s'est passé réellement, on ne le saura sans doute qu'après, mais le fait qu'il a renoncé est quand même très, très intéressant. Bon. Alors ça, c'est un aspect des choses. Bon, un autre aspect des choses qui est aussi extraordinairement intéressant, c'est que beaucoup de gens qui ont voté, ça a été dit, redit, pour le Brexit, n'avaient pas, brusquement, ils ont pris conscience des conséquences possibles le lendemain du vote. Et c'est pas que ça n'ait pas été dit.
Ça a été dit, mais c'est extrêmement intéressant sur le plan psychologique. Bon, et de voir aussi comment des mensonges, comme évidemment il y en a eu beaucoup, comme dans toutes les campagnes électorales d'ailleurs, ont pu avoir cet effet, mais que le lendemain, les gens se réveillent en disant « mais mon Dieu, on s'est tiré une balle dans le pied ». Bon, c'est extrêmement intéressant. Et je ne sais pas quels sont les derniers chiffres de la fameuse pétition. Moi, le dernier chiffre que j'ai devait se citer autour de 3,5 millions. Mais plus de 3 millions, oui. Hein, plus de 3 millions. Maintenant, ça a dépassé 4. Mais non. Combien? 4 millions. Bon. Tout ça c'est quand même extraordinaire et traduit un désarroi général. Bon, on pouvait savoir avant que le Brexit, s'il était voté et mis en œuvre, allait avoir toute une série de conséquences. Par exemple, le fait de mobiliser, moi personnellement c'était la première conséquence que je mettais en avant, c'est le fait de mobiliser toutes les forces, toutes les capacités négociatrices, toutes les intelligences en Europe à résoudre cet unique problème pendant 2 ou 3 ans, sinon plus, alors qu'il y a tant d'autres problèmes à régler. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même un gigantesque gâchis. Mais les conséquences, qui étaient également parfaitement identifiables en termes d'effets dominos, enfin identifiables dans les grandes lignes, pas dans le détail, toujours les difficultés de la prévision. Bon, qu'est-ce qui va se passer par exemple en Écosse? Bon. Alors évidemment, là aussi il y a des problèmes. Il ne suffit pas que Mme Nicola Sturgeon dise qu'il faut faire un nouveau référendum. Pour faire un nouveau référendum, il faut qu'il y ait l'accord, là aussi, de Londres. Il ne peut pas y avoir de nouveau référendum sans l'accord de Londres. Là, c'est un référendum sauvage. On voit bien qu'immédiatement, M. Rajoy, pardon pour la prononciation, se lève et vend debout parce que, évidemment, il a peur que ça réactive la question de la Catalogne. Donc on voit toute une série de difficultés dont on ne peut pas prévoir dans le détail où ça va aller. Mais aussi l'élection de dimanche dernier. Et là, on est vraiment au cœur de tout ça, qui ramène autant l'incertitude, l'imprévisibilité, etc. L'élection espagnole de dimanche dernier. Bon, il est très vraisemblable que si M. Rajoy a obtenu des résultats bien meilleurs que ce qui était attendu, c'est qu'il y a eu un effet positif cette fois, enfin, en tout cas de mon point de vue, du Brexit. C'est-à-dire qu'ils ont la trouille. Bon, et qu'est-ce qui va... Alors, Madame Le Pen, en France, a immédiatement dit faire un référendum pour ou contre la sortie de l'Europe, etc., etc. Bon, moi, je suis très frappé de voir la discrétion quand même assez générale sur ce thème. Par exemple, il y a bien des pays, les nouveaux venus, enfin les nouveaux venus, je veux dire les pays, les Polonais, les Tchèques, etc., enfin, les pays de l'Est, vous remarquerez qu'ils sont quand même relativement discrets. Parce qu'au fond... complètement discrets. Oui. Et c'est donc brusquement, ils se rendent compte qu'il ne faut peut-être pas trop jouer avec ça. Alors, vous voyez, et là, ça nous permet de voir que tout n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que de quel côté on va retomber au bout du compte, il est extrêmement difficile, moi je dis même il est impossible de le dire aujourd'hui, mais ça ne sera pas forcément catastrophique au sens classique du terme, au sens habituel du terme du mot catastrophique. Il peut y avoir au contraire une espèce de prise de conscience. Alors on parle de refonder, tout ça, ce sont des mots si vous voulez, mais il est possible que ce coup de pied dans la fourmilière entraîne des réactions finalement un peu salutaires, de prendre un peu de prudence. La prudence, c'est une vertu cardinale. La prudence est une vertu cardinale. Et donc, moi, je n'exclus pas que ça puisse avoir des effets favorables. Mais en même temps, je répète encore une fois, c'est extrêmement difficile de faire des prévisions détaillées parce que cet effet papillon se fait, les catastrophes au sens de la définition initiale sont toujours possibles. Il peut y avoir un dérapage qui fait que quelque chose, brusquement, se passe très très mal, comme l'accident qui tue M. Wu Jianmin ou ce genre de choses. Donc, je crois que c'est... Alors, ça, c'est l'analyse instantanée. Maintenant, si on fait de l'histoire rétrospective, on arrive très vite... Bon, on ne va pas rentrer dans trop de détails, encore une fois, on n'a pas le temps, mais on arrive en tout cas sûrement à 1990-91, c'est-à-dire à la chute de l'Union soviétique et à l'élargissement extrêmement rapide de l'Europe. Bon, moi je suis de ceux, pour
celles ou ceux qui ont pu suivre mes perspectives année après année de Ramsès, où j'étais extrêmement prudent en disant attention, 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 on va beaucoup trop vite. On va beaucoup trop vite. Bon. Alors, ayant dit ça, c'est toujours pareil. En même temps, si on n'avait pas donné aux pays de l'Est, enfin de ce qu'on appelait d'Europe de l'Est, la perspective de l'intégration dans l'Union européenne, on aurait vraisemblablement eu des évolutions extrêmement désagréables et peut-être même des guerres comme entre la Hongrie et la Roumanie sur la Transylvanie ou ce genre de choses. Bon. Mais bon, fallait-il le faire si vite? Et l'euro, Trichet, je crois que j'ai déjà peut-être raconté ici une fois, mais Jean-Claude Trichet m'a raconté, comme je sais qu'il le dit volontiers, ce n'est pas un secret, qu'il a raconté comment un soir aussi, à un Conseil européen, où les chefs d'État et de gouvernement ont été à deux doigts d'accepter l'entrée de la Bulgarie dans l'euro. Bon, l'entrée de la Bulgarie dans l'euro... C'était après le dîner. C'était après le dîner, bien entendu. C'était totalement aberrant. Et c'est heureusement que les Trichet, en l'occurrence le président de la Banque Centrale Européenne, était là pour arrêter la chose. Mais vous savez, quand on regarde, une des choses intéressantes dans l'histoire, c'est toujours la même idée. Hein, c'est que parfois des circonstances extraordinairement contingentes font que ça tombe d'un côté ou d'un autre. Bon, très franchement, c'était une erreur majeure de faire entrer la Grèce dans l'euro. Bon, alors réparer tout ça, ensuite, c'est pas facile. Voilà. Alors, moi, je crois, pour finir de répondre, parce que encore une fois, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que l'hypothèse, le scénario positif, celui pour lequel il faut travailler, c'est de voir comment tout cela, ce gigantesque coup de pied dans la fourmilière, peut nous amener à comment dire en franglais, justement à fixer, donc à réparer au fond ce qui a été mal fait un peu trop vite, etc. Bon, ça comprend incontestablement le système de l'euro qu'on est en train d'essayer de réparer, mais c'est pas fini. Ça comprend incontestablement Schengen. Alors, on n'a pas parlé de ça, mais il est évident que le problème des réfugiés, la manière dont ça a été fait, etc., est lié à un vice de fabrication très fondamental. Et puis, ça nous oblige aussi à revoir un certain nombre d'institutions. Et je voudrais, si vous permettez, rajouter un mot sur la notion de démocratie, parce que revenir un peu sur ce référendum. Eh bien, c'est une honte pour la démocratie, ce genre de choses. Parce que je crois qu'il ne faut pas confondre, il faut bien distinguer entre la démocratie en tant que principe philosophique auquel je crois beaucoup, la plupart, probablement des gens ici présents sont attachés et qui représente une certaine conception de la place des hommes, des individus dans la vie en société. Il ne faut pas confondre ce principe fondamental de la démocratie, les droits de l'homme, avec les modalités particulières de la démocratie qui peuvent être extrêmement diverses d'un endroit à un autre. Tous les plus anciens d'entre nous se souviennent que quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, il a voulu introduire le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel dès 1958, et il y a eu un tollé au nom de la démocratie, parce que ça a été, on l'a accusé de césarisme, et c'était le souvenir du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et le général de Gaulle a dû attendre 1962 et pour que le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel soit adopté. Bon. Aujourd'hui, si on disait que l'élection du président de la République devait être faite par les grands électeurs, comme c'était le cas donc à l'époque, immédiatement, ce serait considéré comme un scandale. Maintenant, est-ce qu'un président de la République élu au suffrage universel, pour autant, doit avoir les pouvoirs qu'a en théorie le président de la Ve République? Non. Prenez, on a beaucoup parlé de l'élection autrichienne. Mais il faut savoir que le président de la République, parce que ce qui est nouveau, le président de la République en Autriche est élu au suffrage universel et n'a aucun pouvoir.
hein. Celui qui a le pouvoir, c'est le chancelier, qui est donc l'émanation du Parlement. Tous les cas de figure sont possibles. Bon, est-ce qu'il est sage de soumettre à référendum le type de question entrée ou sortie de l'Union européenne? Alors, bien entendu, moi je sais, j'entends comme tout le monde hein, tous les arguments qui sont donnés par les uns et les autres, mais moi je vous dis sans aucune hésitation, non, ce n'est pas sage. C'est-à-dire soumettre à la loterie hein, le destin, non seulement d'un peuple, mais peut-être d'un continent tout entier, c'est fondamentalement peu sage. La démocratie ne doit pas être une espèce de référendum quotidien et permanent sur les grands et les petits problèmes. Ce qui veut dire qu'il y a besoin, on parle du déficit démocratique de l'Union européenne, je crois que le problème ainsi posé est extrêmement mal posé. Le problème des institutions représentatives, est-ce que le fait d'avoir, comme c'est le cas de la tradition parlementaire britannique, justement, en dehors de cette question de référendum, est-ce que la démocratie représentative n'est pas démocratique? Bon. Si on élit des représentants, c'est justement parce que les citoyens ne peuvent pas s'occuper en permanence de tous les problèmes. Si on fait voter sur le TTIP, sur le futur traité commercial transatlantique, qui sera probablement d'une extrême complexité, quel pourrait être le sens d'un référendum sur une question de ce genre? Donc je crois que ça aussi, ça doit nous amener à des questions. Et sur le Brexit, la question intéressante, dans la logique de ce que vous venez de dire, c'est est-ce que les communes, et donc les prochaines élections législatives à peu près inévitables, est-ce que les communes n'auront pas finalement the final word? C'est une des questions. C'est une des questions, mais c'est tout à fait. Mais j'aime bien citer notre ami Jean-Louis Bourlange, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui est un homme qui a beaucoup d'esprit, et qui disait avant le 23 juin, il disait, bon, on lui demandait qu'est-ce que ça changera, etc. Il disait, avant, les Britanniques avaient un pied dedans et un pied dehors, après ce sera l'inverse. Bon. Et je pense que c'est fondamentalement juste, si vous voulez. La question, ils vont se débrouiller pour qu'il y ait le moins de changements possible. Mais encore une fois, ça peut se passer d'énormément de façons. Mais il est vrai qu'il est possible aussi, mais encore une fois, personne ne peut faire de prévision exacte. Tout ce que j'essaie de vous montrer d'ailleurs ce soir à propos de la notion de prévision, c'est que justement, la prévision, c'est pas lire dans la boule de cristal. On n'est pas dans le domaine de la voyance. C'est pas ça. Bon. Donc la prévision, c'est un raisonnement sur l'incertitude. Bon, mais l'incertitude, ici, elle est vraiment à son maximum. Mais effectivement, il n'est pas impossible, quand on voit la chose telle qu'elle se déroule ces jours-ci, il n'est pas impossible que finalement, il reste. C'est-à-dire que le référendum soit d'une certaine manière. Alors, mais qu'il reste ou qu'il ne reste pas, ça aura de nombreuses conséquences, vous voyez. Mais ça n'est pas impossible. Et si effectivement les Britanniques devaient, entre guillemets, rester, ou si les changements devaient être, pour parler franglais, là encore, cosmétiques, c'est-à-dire qu'on se contente après d'un changement minimal, c'est-à-dire qu'il reste, je veux dire ça, un pied dedans, un pied dehors. Bon, de toute façon, ça entraînera une réflexion qui couvrira de nombreux domaines, y compris, je vous dis bien, celui du référendum. Bien, merci Thierry. Nous avons quelques minutes, mesdames, messieurs, pour vous donner la parole. Il y a un micro qui se lève derrière la salle. Mademoiselle, ici, s'il vous plaît, si vous arrivez à passer. Voilà. Je vais peut-être prendre 2 ou 3 questions en même temps, si les mains se lèvent. Là. Monsieur, oui, je vous en prie. Oui, bonsoir. Pour le Brexit, pour reprendre le sujet, et pour rebondir sur votre thème de l'identité. Il semble qu'il y a eu un décalage entre les arguments du out, les arguments de ceux qui voulaient le Brexit et les arguments de ceux qui défendaient le Remain, qui ont trop, apparemment, ces derniers ont trop un peu intellectualisé.
ont forcé sur la récession, les risques de récession économique, plutôt les problèmes économiques, alors que finalement, ceux qui ont gagné, entre guillemets, le référendum se sont focalisés sur l'identité et l'immigration. Donc il y a eu un décalage. Donc apparemment, les premiers ont mal argumenté leur Remain, puisque les deux étaient sur des terrains différents. Ça, c'est un petit peu le premier sentiment. Et puis le deuxième sentiment, est-ce que, pour être un petit peu provocateur, pourquoi pas, est-ce que Madame Merkel n'est pas un petit peu indirectement responsable, entre guillemets, avec, à tort ou à raison, l'appel d'air qu'elle a fait l'an dernier, d'avoir amplifié certaines peurs, à tort ou à raison, bien sûr, que ce camp du Brexit a peut-être amplifié et qui nous amène au résultat actuel. Je vais prendre d'autres questions. J'ai lu cet après-midi sur Internet, mademoiselle, si vous voulez, monsieur, que ce référendum pouvait être, le résultat de ce référendum pouvait être interprété comme un échec du fact-checking. Vous savez, cette mode qui consiste à systématiquement rectifier les erreurs des discours des hommes politiques, puisque les partisans du Remain s'étaient arc-boutés sur les faits, voilà ce qui va se passer ici, etc., alors que les élateurs du Leave s'étaient contentés de narratifs. Et si c'est vrai, pour la démocratie, ça pose effectivement un problème. Pardonnez-moi, monsieur, je vous en prie. Oui. Je vous en prie, on vous entend. Non, On vous entend. Très bien. Oui, j'ai écouté avec attention, évidemment, ce qu'a dit Thierry et les questions que vous lui avez posées, mais le mot populisme n'a pas du tout été évoqué. Et dans votre système d'analyse, je viens d'acquérir le bouquin, donc je ne peux pas... Et vous l'avez déjà lu? J'ai déjà fait une idée grâce à vous. Mais comment est-ce que dans votre système d'analyse, le populisme s'intègre? Ou fait-il partie, dans le fond, des éléments, si je puis dire, d'outils d'analyse que vous nous donnez, qui sont la catastrophe, le temps, la conscience et l'Europe? Parce que j'étais à Madrid pendant le moment de ces élections, et ce que je voyais, c'était un très très grand nombre de gens terrorisés par Podemos, mais incapables de dire en quoi ils étaient terrorisés. Est-ce que c'était quelque chose qui allait ressembler à une gauche débridée associée à un parti communiste? Est-ce que ça allait être une évolution chaotique? Et que répondaient les partis de gouvernement? Et là aussi, un très grand nombre d'ouvrages sur le populisme sont parus en Espagne à cette occasion. Ah, madame, et puis Thierry répondra. Madame, je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, j'aurais deux questions. La première, si au lieu de Brexit, on avait eu le Remain, les concessions qui avaient été accordées à Cameron étaient tellement énormes que finalement, est-ce que la situation actuelle n'est pas mieux pour le reste de l'Europe? Parce que ça aurait pu nous entraîner très très loin, il y aurait beaucoup de tentations ailleurs. Première question. Et la deuxième question, c'est la relation Angleterre-États-Unis. Est-ce que vous pourriez un petit peu élaborer dessus, s'il vous plaît, dans ce contexte de Brexit? Merci. Bon, on va peut-être... Brexit, populisme et États-Unis, oui. Bon, alors, je commence par la dernière, sur la question du Remain, etc. Vous avez absolument raison. D'ailleurs, beaucoup de gens l'avaient remarqué, que le Remain aurait probablement d'abord laissé un goût amer quelque part. On se serait dit, bon, ça y est, on va attendre la prochaine crise, avec des surenchères possibles. Et puis, effectivement, beaucoup de pays auraient été tentés de s'engouffrer, y compris, encore une fois, les pays d'Europe de l'Est, que j'appelle d'Europe centrale et orientale, qui d'ailleurs, avec un culot assez scandaleux, ont souvent joué avec le parallélisme. On ne peut pas passer de la dépendance de Moscou à celle de Bruxelles. Enfin, ce type d'arguments qui d'ailleurs ne sont pas sans rapport avec la question du populisme. Alors, encore une fois, la question de savoir si c'est mieux ou moins bien, on ne le saura que plus tard. J'en reviens toujours à mon point de départ sur les catastrophes et l'imprévisibilité radicale qui s'y attache, mais disons qu'il y a en effet une possibilité sérieuse
pour que ceci nous permette un petit peu de remettre un petit peu les choses en place, si vous voulez. Donc, alors, sur la relation États-Unis-Grande-Bretagne, M. Obama lui-même a relancé, après avoir d'ailleurs, après être intervenu en faveur du Remain, a rappelé que les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient une relation spéciale, etc. Bon, cette relation spéciale, je crois qu'elle est quand même extrêmement usée, mais en même temps, elle existe, elle est historique, elle est culturelle, elle est partiellement identitaire. Je ne suis pas totalement sûr que les Américains attachent dans leur façon de voir le monde une importance si grande que ça à la Grande-Bretagne aujourd'hui. J'ai quelques doutes, mais enfin, rappeler cette relation spéciale est assez naturelle dans des circonstances de ce genre. Ce que je crois, c'est que, à moins que le scénario du pire de se produise, le scénario du pire, ce serait le début d'une véritable décomposition et désintégration de l'Union européenne dans son ensemble. L'intérêt des États-Unis, c'était évidemment d'avoir des rapports aussi stables et prévisibles que possible avec l'espace européen, c'est-à-dire l'espace de l'Union européenne. Et je crois d'ailleurs que ça fait partie aussi des difficultés pour la Grande-Bretagne, justement, de se situer dans tout cela. Alors, sur la question du populisme, bien entendu, la question du populisme est essentielle, mais le populisme, d'abord, c'est très difficile aussi de définir le populisme avec précision, mais le populisme, et ça rejoint d'ailleurs un peu la question sur les torts de Mme Merkel, etc. Bon, le populisme, ça commence toujours par blâmer autrui pour ce qui vous arrive de désagréable. Ça, c'est la base. Bon, j'ai mal aux pieds, c'est parce qu'il y a 10 ans, tu m'as marché sur les pieds. Enfin, je dis n'importe quoi. Bon, alors, il est vrai que en Europe, malheureusement partout, y compris en France, hélas, dès que quelque chose ne va pas, c'est Bruxelles. Toutes les difficultés économiques que nous pouvons avoir, c'est Bruxelles, c'est les absurdités, la bureaucratie de Bruxelles, c'est l'euro, etc., etc. Bon, alors, cette tentation de trouver le responsable à l'extérieur, elle prend des formes plus ou moins vives, mais le mécanisme est toujours le même. Alors, ensuite, évidemment, ça permet aisément de mélanger des arguments qui sont parfois en partie fondés à d'autres qui ne le sont pas. Moi, j'ai été très frappé le 23 au soir, à la télévision, de voir une très jeune femme qui était, je n'ai pas très bien compris dans quelle proportion, mais elle était à la fois française, anglaise, allemande, enfin, elle était beaucoup de choses, et elle était, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, et elle a dit qu'elle était pour le Brexit, parce que, et elle a fait une critique brève, mais qui était, je crois, assez forte, du système bruxellois. Et il est vrai que quand on connaît, je le dis parce que c'est vrai, mais quand on connaît un tout petit peu ce monde clos, avec des gens qui sont payés peut-être 2 ou 3 fois plus que n'importe quel fonctionnaire de n'importe quel des États membres, et en plus tax-free, ce qui est une erreur profonde, parce que je veux dire, si on ne paye pas d'impôts, eh bien on est justement totalement détaché de toute notion, détaché, je veux dire sur le plan personnel, de toute notion de participation à l'organisation commune. Donc, avec des gens qui, à partir de... Je connais un personnage qui très bien connu dans les milieux européens, je ne vais pas dire son nom, mais peut-être certains d'entre vous le devineront, qui aujourd'hui est presque centenaire, mais qui continue d'un bon pied, bon oeil et de dire des bonnes paroles sur l'Union européenne. Bon, quand, dans mon très jeune temps, j'ai fait sa connaissance,
Il était déjà en retraite de la communauté européenne depuis une dizaine d'années, et il avait été représentant, enfin ambassadeur de la communauté aux États-Unis, précisément. Donc il a pris une retraite à plein tarif à 50 ans. Je vous dis, il a à peu près 100 ans aujourd'hui. Bon, c'est très bien. Mais je veux dire, c'est vrai que ce système qui vit complètement, et regardez aussi, sans faire des choses. Je ne dis pas ça pour être mesquin, si vous voulez, mais les systèmes des députés européens, combien ils sont payés, comment, etc. Tout ça, je crois qu'il y a un sentiment plus ou moins vague que c'est un monde qui est complètement détaché de la réalité, qui vit dans une bulle. Et là, ça rejoint un autre aspect du populisme, qui est les attaques systématiques contre les élites. Parce que je crois que cet aspect-là, il est aussi, il n'est pas seulement européen, bien entendu. Bon, le phénomène Trump aux États-Unis est évidemment aussi une illustration quasiment caricaturale de cet aspect des choses. Alors, voilà, donc, mais vous voyez que dans le populisme, ce populisme, il est quand même très, très entretenu, parce que, là encore, je veux dire quelque chose qui ne sera peut-être pas très populaire, mais après tout, je sens que le monde élitiste est un peu plus représenté ici que dans d'autres cercles. Mais depuis la tendance, pas seulement en France, mais un peu partout, à niveler les gens, vous allez prendre, on considère que n'importe qui peut parler d'une façon égale, sur le même plan que les plus grands experts, les plus connus, sur n'importe quelle question. Vous prenez un prix Nobel et un élève, un prix Nobel de physique et un élève de 4e, a priori, ils ont des droits égaux de s'exprimer sur la théorie de la relativité. Bon. Eh bien, alors là, je prends un exemple caricatural, mais quand il s'agit d'économie ou de phénomènes de société, etc., vous voyez bien ce qui se passe. Bon, moi, j'aime bien, je suis de ceux qui aiment écouter la radio le matin en brasant, etc. Bon, mais de temps en temps, j'écoute je suis obligé de subir des commentaires dont personnellement je préférerais parfois me passer, vous comprenez? Mais donc ça correspond, tout ça participe aussi, à mon avis, à une fausse interprétation de la démocratie. Ça ramène aussi à la question de la démocratie. Alors, je terminerai en prenant l'exemple de Merkel. Bon, là aussi, je dirais, au-delà du populisme, je crois que ce que nous devons éviter de faire, c'est de rejeter justement les blâmes sur d'autres, parce que, en l'occurrence, il n'y a eu aucune solidarité de personne avec personne. Et les Allemands peuvent aussi nous faire des reproches, et pas seulement sur ce domaine-là. Alors, je crois que si on commence à s'envoyer trop d'invectives, ça peut contribuer au contraire, au pire, à la désintégration de l'Europe, et au moins pire, à empêcher de s'orienter vers des solutions plus constructives. Bon, alors, l'histoire des réfugiés, bon, le million de réfugiés que Mme Merkel a finalement pris sur son territoire, sur le territoire allemand, je dirais que maintenant c'est un petit peu aussi aux Allemands d'absorber tout ça. Et croyez-moi, s'il y en a 200 ou 300 000 de plus, ce sont les Allemands eux-mêmes qui n'en veulent plus aujourd'hui. Donc il y a une sorte de saturation. Mais nous qui en avons pris quelques dizaines de milliers, on n'a pas non plus... on n'est pas tellement bien placé, si vous voulez, pour faire la leçon. Donc moi, je crois qu'il faut, là aussi, il faut, dans ces temps difficiles, il faut essayer, je crois, de se retenir des accusations. On a tous des torts dans cette affaire. Et la France, qui continue d'être incapable de faire ses réformes économiques de base, est moins bien placée que quiconque aussi pour faire la leçon, je crois. Bon, merci Thierry. Il y a un sujet à propos de populisme qu'on n'a pas abordé, c'est le rôle des faux blonds entre Donald Trump, Boris Johnson et ce leader néerlandais dont j'ai oublié le nom. On échappe peut-être au pire. Boris Johnson ne sera pas Premier ministre en Grande-Bretagne, mais quand même, il faut se méfier des faux blonds. Peut-être des fausses blondes aussi, d'ailleurs, je ne sais pas. Merci beaucoup Thierry. Je pense que le temps
avec un grand T ou avec un petit T espacé. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que Thierry signera au soleil, dehors, son ouvrage. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous.